Le mur de Berlin, long de 45 km, avait fini dans les années 80 par symboliser toute la logique perverse de la guerre froide. On avait fini par le croire éternel, immuable, particulièrement chez ceux en France ou en Angleterre qui se résignaient assez bien au malheur des Allemands. Pourtant, ce mur qui devait avoir une fin eut aussi un commencement, tout aussi abrupt, non pas au début de la guerre froide, mais au beau milieu de celle-ci, le 13 août 1961, plongeant le monde entier dans la stupeur, les Allemands de l'Est et de l'Ouest dans l'accablement. Dans les premiers jours de la crise, on craignit que le jeune président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, mal conseillé par le non moins jeune et non moins sémillant bourgmestre de Berlin-Ouest, Willy Brandt, ne mit le feu aux poudres en réagissant trop vivement à l'agression communiste. And therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Puis, le calme revenant, il apparaîtra de plus en plus clairement que si l'Union soviétique avait su marquer un point tactique, l'image du mouvement communiste en demeurerait profondément et durablement altérée, au moins en Europe. Mais on ne reviendra plus sur son existence, au point que dans les années 70 et 80, tout le monde avait fini par s'y habituer comme à un phénomène de nature, malgré la centaine de victimes qui seront abattues par les Vopos, la police du régime, et les millions d'Allemands de l'Est qui attendront la retraite pour pouvoir voyager à l'Ouest, et jamais en couple. Pourtant, rien ne prédisposait ce mur à devenir un phénomène naturel. Mais tout d'abord, quel était le statut de Berlin avant le mur ? En 1945, l'accord des 4 puissances victorieuses faisait de Berlin une ville au statut particulier, administrée en commun par les États-Unis, l'Union soviétique, la France et la Grande-Bretagne. Avec le déclenchement de la guerre froide en 1947, les soviétiques tentent bien de forcer les Occidentaux à évacuer leurs morceaux de Berlin en organisant le blocus de la ville. Ils doivent y renoncer au bout de 11 mois, sous le double effet du gigantesque pont aérien américain et de la menace nucléaire en cas de conflit direct. Dès 1949, Berlin-Est devient la capitale de fait de la nouvelle Allemagne communiste, la RDA, République démocratique allemande, tandis que les quartiers ouest, tout en demeurant administrativement distincts, font partie sur tous les autres plans, économie, citoyenneté, de la nouvelle République fédérale de Bonn. Mais personne, ni à l'Est ni à l'Ouest, ne touche encore au statut de la capitale. Les patrouilles militaires de l'Ouest accèdent librement à l'Est, et la ville demeure unifiée par son métro. On peut en effet encore aller et venir librement entre les deux zones, ce qui permet à tous les mécontents d'Allemagne de l'Est, et ils sont nombreux, de fuir à l'Ouest avec un simple ticket de métro pour peu qu'ils acceptent d'abandonner tous leurs biens derrière eux, ce dont beaucoup ne se privent pas. Puis, 10 ans plus tard, vers 1960, Walter Ulbricht, le chef suprême de la RDA, prend la décision d'édifier le mur, bien qu'à l'évidence, il ne soit pas seul à décider en la matière. Pourquoi cette décision extrême ? La réponse est simple. La volonté sans ambiguïté de bâtir le mur vient des communistes allemands eux-mêmes qui ressentent la faillite accélérée de leur entreprise. À la fin des années 50, le miracle est à l'ouest, la dépression à l'est, qui malgré un travail acharné de ses citoyens ne décolle guère. C'est encore une petite surprise pour une opinion européenne fascinée par le mythe de l'économie planifiée. Les Allemands de l'Est sont eux moins surpris, qui ont été les témoins des démontages d'usines par les soviétiques, des absurdités bureaucratiques, des impôts confiscatoires sur ce qui reste d'économie privée. Bien vite, ils votent avec leurs pieds pour l'Ouest. Si le régime est-allemand s'était refusé à boucher le trou de Berlin, il eût sûrement perdu la grande majorité de ses élites techniciennes et intellectuelles à brève échéance, ce qui ne pouvait à terme que déboucher sur une réunification forcée. Ajoutons pour faire bonne mesure que la faillite n'est pas seulement économique, elle est aussi morale et intellectuelle. Encore au début des années 50, malgré la dureté de la répression stalinienne, l'Allemagne de l'Est fait encore quelque peu illusion. Tout un noyau d'intellectuels, de créateurs, d'hommes de gauche, tels Ernst Bloch ou Bertolt Brecht, décident de leur propre chef d'aller vivre à l'Est par défiance envers le conservatisme du chancelier Adenauer, trop prompt à leurs yeux à dédouaner les anciens nazis. Après 1953, tout cet édifice s'effondre. Alors que tout l'Est, y compris soviétique, connaît une remise en cause ardente du stalinisme, le communisme est-allemand se referme comme une huître. En fait, l'Allemagne de l'Est est verrouillée par une direction marquée par des hommes comme Ulbricht ou Honecker, son successeur,
qui sont des militants ouvriers communistes d'un dogmatisme effarant et qui, vivant aux premières loges de la guerre froide, transforment peu à peu l'Allemagne de l'Est en véritable camp retranché. Le régime place tous ses atouts sur la jeunesse et le sport, tout comme le Troisième Reich, dont il imite par ailleurs les uniformes, pour créer une relève de génération, davantage à son image. Il liquide ainsi les derniers liens affectifs qui le reliaient encore à la révolte culturelle de gauche dans la République de Weimar avant Hitler. L'Allemagne de l'Est se résume ainsi à la combinaison d'une défaite économique et d'une défaite idéologique. C'est un régime doublement battu qui n'a plus rien à perdre. Ulbricht n'attendait qu'un signal du pouvoir central à Moscou pour jouer la partition du dernier métro à Berlin, mais pour y parvenir, il lui fallait évidemment obtenir le feu vert d'un homme qu'il détestait pourtant pour son anti-stalinisme, Nikita Khrouchtchev. Or, il y parvient très simplement et très paradoxalement. Paradoxalement parce que Nikita Khrouchtchev lui donne son approbation alors que ce dernier avait tout fait depuis 1956 pour se débarrasser de l'équipe stalinienne de Berlin-Est. Mais il y parvient aussi très simplement parce que Khrouchtchev n'avait en 1961 pas d'autre choix que de le suivre. Pourquoi Khrouchtchev donne-t-il son accord ? Khrouchtchev est un personnage complexe. Hostile à Staline et relativement pragmatique sur le plan intérieur, le premier secrétaire soviétique n'était pas non plus dénué de brutalité ni insensible au rapport de force. Or, il doit à Moscou mener une lutte politique de tous les instants face à ses adversaires et associés du moment. En effet, à cette époque, Khrouchtchev se trouve confronté à un triple défi. Premièrement, il a failli être destitué en 1957 face à un bureau politique hostile et il n'a été sauvé in extremis que par ses amis militaires. Désormais, Khrouchtchev ne pourra plus aller contre les sentiments profonds des maréchaux, dits du groupe de Stalingrad, ses alliés les plus proches. Or, l'armée a sur la RDA des opinions très simples. Jamais elle n'abandonnera cette position fondamentale de la guerre froide, place forte avancée au cœur de l'Europe, où elle concentre l'élite des divisions soviétiques, prêtes à bondir vers le Rhin et l'Atlantique. Deuxième point, Khrouchtchev demeurera tout au long de son règne accusé de tiédeur par toute une tendance néo-stalinienne à peine dissimulée, qui lui reproche en fait de brader les conquêtes de Staline. Face à cette contestation intérieure, il lui faut sans cesse prouver sur tous les fronts de la guerre froide que les réformes intérieures et son anti-stalinisme de plus en plus résolu ne signifient pas l'abandon de tout dynamisme extérieur. Il est donc obligé de temps à autre de montrer son énergie, prouver qu'il est capable de mener une lutte virile contre les Américains. Castro, Nasser et Ulbricht seront tour à tour les grands bénéficiaires de cette pression constante qui s'exerce sur lui. Troisièmement, en 1961, la rupture avec la Chine de Mao est déjà largement consommée et cette Chine attaque sans cesse le capitulationnisme de Khrouchtchev, relayant de façon externe des critiques qui lui sont faites à l'intérieur du pays. L'élément de compétition avec Pékin renforce encore sa résolution. Ces trois causes sont aggravées encore par une quatrième, la compétition avec le nouveau président américain Kennedy, que Khrouchtchev redoute et méprise tout à la fois. Il y a donc conjonction entre les militaires, les oppositions staliniennes en Union soviétique, la Chine de Mao et l'équation personnelle médiocre avec Kennedy. Pour toutes ces raisons, Khrouchtchev, qui n'a jamais été avare de grands mouvements provocateurs, décide de donner satisfaction à Ulbricht. C'est ainsi que le mur vit le jour en ce triste été 1961. Mais y avait-il chez Khrouchtchev une volonté à long terme ? Le chef de l'Union soviétique voulait-il ainsi, comme on le dira couramment en Occident, pérenniser la division de l'Allemagne, ou l'affaire n'était-elle au fond qu'une fuite en avant ponctuelle, susceptible un jour d'être remise en cause ? Faisons un constat immédiat. Khrouchtchev n'a pas longtemps eu la même politique allemande. Jusqu'en 1959, il s'efforce de remplacer Ulbricht par un jeune dirigeant plus anti-stalinien, Karl Schirdewan, qu'il doit sacrifier en raison de son propre isolement à Moscou. À peine 2 ans après l'édification du mur, en 1963, il recommence à tout remettre en cause. L'acte d'accusation contre sa politique lu par Souslov au comité central d'octobre 1964, celui qui entérine sa destitution, évoque de manière explicite sa tentative de lâchage de la RDA au profit d'une nouvelle politique de dialogue avec Bonn. Avec Brejnev, Souslov et Chelepin, les triomphateurs du complot de 1964, le verrou sera mis une fois pour toutes sur la question allemande, et ceci pour bien longtemps.
Il en résultera une longue paix, morne et accablante. Mais aussi, s'étant fermée pour longtemps la possibilité d'un partenariat véritable avec la République fédérale, l'Union soviétique s'est sans doute préparé les conditions d'une explosion sans précédent dont elle ne pourra plus, en 1989, atténuer l'onde de choc. Et ces événements de 1989 montreront également, une fois pour toutes, que le mur, né des circonstances, n'avait rien d'éternel.